Alors bien sûr, pour comprendre l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il faut se pencher sur l'histoire des relations entre ces deux territoires en examinant tout particulièrement l'évolution du pouvoir au sein du nouvel État ukrainien post-soviétique. On l'a évoqué au début de cette vidéo, les relations entre l'Ukraine et la Russie sont anciennes et leur histoire est en partie commune, mais en partie seulement. Alors une histoire qui n'est qu'en partie commune, mais qui l'est à l'origine, et pour quelqu'un qui construit de l'histoire une vision très héroïque, très romancée, eh bien évidemment cela compte. Alors, pour autant, les liens entre la Russie et l'Ukraine ont été remis en question à travers les âges, après la disparition de la principauté de Kiev. On voit ici que le territoire ukrainien se sépare entre une portion qui va intégrer l'État russe, une portion qui intègre la République des deux nations polonaise, et puis une portion qui intègre le Khanat de Crimée, peuplé par des Tatars turcophones. Par la suite, l'emprise de la Russie sur l'Ukraine se renforce, comme on le voit ici, emprise qui se renforce au XVIIIe siècle. Même si à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, l'ouest de l'Ukraine n'appartient pas à la Russie, mais à l'Empire autrichien des Habsbourg. Finalement, la première existence d'une Ukraine indépendante, eh bien, on la trouve avec la révolution bolchevique, existence éphémère, et puis notons qu'une partie de l'Ukraine prend les origines le parti bolchevique, le parti soviétique, avec la formation de la République soviétique d'Ukraine autour de Kharkiv. Alors finalement, c'est l'ensemble de l'Ukraine qui va intégrer l'URSS, une Ukraine auquel Khrouchtchev va adjoindre la Crimée, Khrouchtchev lui-même ukrainien, alors qui adjoint la Crimée à l'Ukraine, pas nécessairement pour renforcer celle-ci, puisque la Crimée étant majoritairement russe, c'est aussi une façon de russifier davantage la République ukrainienne. Alors, les relations entre l'Ukraine et la Russie au sein de l'Union soviétique furent par moments extrêmement tendues, et elles le furent notamment à partir de la collectivisation lancée par Staline. Cette collectivisation amena à une résistance du peuple ukrainien, une partie de la paysannerie ukrainienne, comme d'autres paysanneries d'ailleurs à travers l'URSS, mais cette résistance des Ukrainiens eh bien, se paya quelque temps plus tard avec en 1933 ce que l'on appelle aujourd'hui l'Holodomor, c'est-à-dire cette grande famine provoquée par le pouvoir stalinien à l'encontre des Ukrainiens privés de nourriture jusqu'à devoir se résoudre notamment à l'anthropophagie. Une famine qui fit quelques 5 millions de victimes et qui donc marque profondément la mémoire d'une partie de l'Ukraine vis-à-vis du pouvoir russe et soviétique. Ainsi, après l'invasion de l'URSS, le déclenchement du plan Barbarossa par Hitler, eh bien une partie des Ukrainiens prennent le parti des nazis face aux soviétiques. Et cette collaboration d'une partie du peuple ukrainien, eh bien évidemment, est à mettre en relation avec l'annonce d'une volonté de dénazification de ce pays, aujourd'hui lancée par Vladimir Poutine. Alors quoi qu'il en soit, après donc la dislocation de l'URSS, eh bien l'Ukraine devient indépendante et à ce moment-là, eh bien la nouvelle Ukraine semble hésiter entre l'Occident et ceux qui la lient par son passé, par son histoire, par sa géopolitique à la Russie. Notons que l'intégrité territoriale de ce pays, l'Ukraine, est censée être garantie par la signature du mémorandum de Budapest en 1994, qui, avec l'abandon de la force nucléaire par l'Ukraine, mais aussi par la Biélorussie et le Kazakhstan, eh bien, garantit que les frontières de ces États ne seront pas remises en cause.
Alors, quoi qu'il en soit, la création de l'État ukrainien se fait largement sur le même mode que celui que l'on constate en Russie, c'est-à-dire un État qui est très largement aux mains d'oligarques et qui est confronté à une corruption très importante et d'une élite qui se sert largement sur les ressources nationales pour s'enrichir. Alors dans la volonté d'une partie du peuple ukrainien de se rapprocher de l'Occident, eh bien il faut noter cette première révolution, dite révolution orange, qui eut lieu en 2004. Cette révolution eut lieu suite à l'élection présidentielle qui amène à la victoire de Viktor Yanukovych face à Viktor Yushchenko. Or, ce candidat pro-russe eh bien, bénéficie d'une élection que l'on juge illégitime de la part d'une bonne partie du peuple ukrainien qui manifeste son mécontentement. Cette révolution suit l'élection de Viktor Yanukovych, candidat pro-russe, lors d'une élection présidentielle que l'opposition juge illégitime, truquée. Alors il faut dire que face à Viktor Yanukovych, eh bien l'on trouvait Viktor Yushchenko favorable pour sa part à un rapprochement vis-à-vis de l'Occident et de l'Europe, et qui va être victime d'un empoisonnement pendant la campagne présidentielle, empoisonnement qui l'a laissé particulièrement marqué au niveau du visage, comme on le voit sur cette photographie. Et donc, suite à la révolte du peuple ukrainien, l'élection de Yanukovych est invalidée, et lors d'un deuxième tour qui est réorganisé, eh bien c'est Yushchenko qui l'emporte. Alors néanmoins, son mandat déçoit une partie de ses électeurs, et Viktor Yanukovych accède à la présidence de l'Ukraine à partir de 2010. Or, c'est la gestion pro-russe de ce candidat affilié au clan de Donetsk, véritable représentant de l'oligarchie kleptocrate, qui va conduire donc à une nouvelle révolution en 2014. Cette révolution commence en réalité dès novembre 2013 avec l'occupation de la place Maïdan à Kiev. Cette mobilisation populaire fait suite au refus du gouvernement de Yanukovych de signer l'accord d'association prévu avec l'Union européenne au profit d'un accord avec la Russie. Alors une première vague de répression s'abat sur le mouvement qui se poursuit néanmoins avec une mobilisation très forte, et une nouvelle vague de répression pour le moins violente fait suite en février 2014, qui fait 80 morts, mais plutôt que de mettre fin au mouvement, finalement cette répression le renforce et contraint Yanukovych à céder. Donc Yanukovych est contraint de céder, il choisit la fuite vers la Russie. Alors on va ajouter également que la propagande russe met en avant le rôle des États-Unis comme instigateurs de la révolution, comme il l'avait déjà fait lors des événements de la Révolution orange. Et de fait, les États-Unis se montrent un soutien à ces mouvements. Alors est-ce qu'ils ont participé à leur éclosion? Difficile de le savoir. Le fait est qu'ils reposaient sur une véritable mobilisation populaire et qu'ils ne peuvent être mis uniquement sous la responsabilité d'une hypothétique ingérence américaine. Donc de nouvelles autorités de transition s'installent avant que des élections n'aient lieu, mais ce changement politique est dès lors interprété par la Russie comme le résultat d'un coup d'État, un coup d'État mené finalement par des forces néo-nazies. Et dès lors, c'est cette thèse qui est alimentée en permanence par la propagande russe à destination en particulier de la population russe, mais on l'a vu, à destination également de tous ceux qui, de près ou de loin, se trouvent être les cibles de cette propagande.
De son côté, l'Ukraine, elle, apparaît particulièrement divisée entre ceux qui ont soutenu le mouvement Euromaïdan, hein, et aussi ceux qui restent fidèles, finalement, à une alliance avec la Russie, qui séduit en partie une bonne proportion de la population russe du pays. Or, cette partition, cette fragmentation ukrainienne, eh bien, va générer le début d'une guerre civile dans le Donbass où des mouvements séparatistes apparaissent, soutenus par la Russie, et cherchent ainsi à s'émanciper du reste de l'Ukraine. Naissent ainsi deux territoires pro-russes, la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lougansk, deux territoires où les forces pro-russes finalement font face aux forces ukrainiennes dans ce qui apparaît comme étant le début d'une véritable guerre civile. Alors c'est dans ce contexte que la Russie prend l'initiative d'annexer la Crimée, une annexion en partie militaire, puisque des forces russes sont déployées sur le territoire de la Crimée, même si ce sont des forces qui ne portent pas de signes distinctifs les rattachant à l'armée russe, ce qui, soit dit en passant, apparaît comme illégal sur le plan du droit de la guerre. Mais quoi qu'il en soit, cette intrusion russe amène à l'annexion du territoire par la Russie, annexion justifiée par l'organisation d'un référendum dont la légalité reste pour le moins douteuse, même s'il est vrai qu'une bonne partie de la population de la Crimée, largement russe, soutient finalement ce mouvement d'annexion à l'initiative de la Russie de Vladimir Poutine. Alors dans quelle proportion, du coup, il est quand même difficile de le savoir. Cette annexion qui amène déjà à une série de sanctions économiques de la part de la communauté internationale, en particulier de ce qu'on va appeler l'Occident, mais qui, pour la Russie, n'est vraisemblablement qu'une étape, on s'en rend compte aujourd'hui, vers d'autres objectifs concernant l'Ukraine. En attendant, face au conflit civil qui prend de l'ampleur, une série d'initiatives sont prises pour essayer de mettre fin aux hostilités. Un protocole est signé à Minsk en Biélorussie en septembre 2014 pour essayer de mettre en place finalement une fin des combats, pour le moins, à travers une zone qui interdit toute frappe d'artillerie. Un protocole qui n'est finalement respecté ni par les forces séparatistes, ni par les forces ukrainiennes. Et de nouveau, en février 2015, une initiative diplomatique est prise. On retrouve en l'occurrence la France et l'Allemagne dans cette initiative, avec la signature des accords de Minsk II, qui font en sorte d'apaiser un conflit qui ne disparaît pas et qui n'est pas réglé pour autant. Et parallèlement à l'enracinement de ce conflit dans le Donbass, eh bien, Poutine développe une argumentation qui vise à nier finalement le droit à exister à l'Ukraine. Ainsi, en juillet 2021, il est l'auteur d'un article où il met en avant l'idée que les Russes et les Ukrainiens ne forment qu'un seul peuple et que finalement la séparation entre la Russie et l'Ukraine serait un grand malheur commun, une tragédie, et donc on peut penser une tragédie à laquelle il faudrait mettre fin. Pour Vladimir Poutine, la Russie a été dépouillée de l'Ukraine, et d'ailleurs, il en fait porter la responsabilité largement à Lénine, qui l'accuse d'avoir créé cette République d'Ukraine qui n'aurait, selon lui, aucune vocation historique légitime à exister. Donc la conséquence à ce que Poutine analyse comme étant un destin commun entre Ukraine et Russie, eh bien, est que il s'oppose de façon virulente à toute adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il le fait savoir en janvier 2022 lors d'une réunion entre l'OTAN et la Russie, où il enjoint l'OTAN à s'abstenir de tout nouvel élargissement, et notamment et en particulier à destination de l'Ukraine.
Alors en définitive, cette action militaire de la Russie en Ukraine, bien qu'on l'ait peu anticipée, qu'on y croyait peu parce qu'elle était jugée irréaliste et que Poutine était considéré en tout cas comme quelqu'un de pragmatique, eh bien, on peut penser quand même qu'elle avait été anticipée, largement préparée par Poutine et ses proches, en tout cas par Vladimir Poutine, même s'il est très difficile de savoir comment fonctionne réellement le pouvoir en Russie, un pouvoir qui apparaît de plus en plus fermé, Poutine apparaissant de plus en plus isolé au sein du Kremlin. Alors quoi qu'il en soit, il juge que le contexte est favorable pour agir, pour lancer son opération, et il le juge à travers plusieurs critères, à commencer par des cours du pétrole, des cours des hydrocarbures tendus qu'il estime favorables, compte tenu des ressources en hydrocarbures dont bénéficie la Russie, dont nous avons déjà parlé. Par ailleurs, Vladimir Poutine juge le contexte favorable par rapport à un Occident qu'il estime affaibli, alors qu'il estime globalement affaibli et décadent, mais conjoncturellement aussi. Alors pour la France, nous sommes dans un contexte d'élections présidentielles qui peuvent entraver les capacités du pouvoir à agir. L'Allemagne, de son côté, a mis fin à l'ère Merkel avec un nouveau gouvernement qui doit trouver ses marques. Et donc, Poutine juge faible, d'autant plus qu'il est soumis, ce nouveau gouvernement, à la très forte dépendance vis-à-vis du gaz russe. Et puis, il y a les États-Unis que, là aussi, Vladimir Poutine juge affaibli. L'évacuation dans l'urgence en Afghanistan le laisse à penser que ces États-Unis sont faibles, sont désorganisés. Et enfin, il voit dans l'administration démocrate une administration faible, ce qui lui a été prouvé dans son analyse par les actions d'Obama en Syrie, des actions qui lui ont laissé le champ libre. Et puis en Ukraine, eh bien, face à lui se trouve Volodymyr Zelensky, élu président en 2019. Un président qui est jugé peu expérimenté, et pour cause, c'est pas un homme politique de formation, c'est quelqu'un qui vient du monde du spectacle, c'est un comique qui s'est fait connaître dans une série télévisée appelée Serviteur du peuple, Serviteur du peuple, dans laquelle, dans cette série, il jouait le rôle justement du président de l'Ukraine, un président de l'Ukraine se faisant élire après une vidéo diffusée largement où il dénonçait finalement le système kleptocratique, les dérives du système ukrainien, alors qu'il était donc dans cette série à l'origine professeur d'histoire. Bref, c'est un président jugé inexpérimenté, finalement peu crédible, face auquel finalement Vladimir Poutine pense pouvoir agir sans trop de difficultés. Alors, Volodymyr Zelensky est un personnage intéressant, qui s'est largement construit une image dans l'actuel conflit. Alors, s'agit-il véritablement d'un candidat anti-système? Bon, on peut quand même en douter, d'autant qu'il a été soutenu par un des oligarques les plus puissants d'Ukraine, Kolomoïski. Alors enfin, une petite précision s'impose. Vu de France, on a tendance à penser que les présidents sont toujours les dirigeants à l'initiative des politiques menées par les États démocratiques, ce qui n'est pas souvent le cas dans beaucoup de pays européens, ce qui peut l'être en Russie ou aux États-Unis, et ce qui en Ukraine n'est que partiellement le cas, puisque le président de l'Ukraine, on le voit sur cet organigramme, dispose d'un certain nombre de pouvoirs, mais c'est un système semi-présidentiel, semi-parlementaire finalement, qui s'impose dans la République d'Ukraine. Quoi qu'il en soit, malgré son inexpérience, Volodymyr Zelensky se forge une image de héros national
pendant le conflit ukrainien, tandis que du côté russe, on le présente toujours comme le chef ou le pantin d'une junte néo-nazie. Alors qu'en est-il? Il faut quand même signaler que Volodymyr Zelensky est juif, hein, ce qui n'est pas un avantage pour être un néo-nazi. Et puis, autre élément intéressant quand même à souligner, c'est un russe. C'est un russe qui se met à l'ukrainien, mais qui fait partie de la population russe d'Ukraine, population russe qui est de moins en moins pro-russe, il faut le signaler là aussi, et notamment du fait de des interventions russes en Ukraine. Une bonne partie de la population russe ukrainienne finalement adhère de plus en plus à un sentiment national ukrainien. Alors pour autant, cette accusation de la Russie d'un pouvoir néo-nazi mérite quand même qu'on s'y arrête 2 secondes, parce qu'elle ne part pas de rien, il n'y a pas de bonne propagande qui ne s'appuie pas sur un fond de réalité. Alors est-ce que l'Ukraine est aux mains des néo-nazis? Bon, ce n'est pas le cas, mais il y a bien eu dans ce pays l'émergence de groupes néo-nazis, et notamment avec ce régiment Azov qui s'est constitué pendant la guerre du Donbass, et qui a cherché également à se convertir sur le plan politique avec la fondation du parti du Corps national. Alors simplement, ce parti du Corps national et son leader Andriy Bieletsky n'ont pas reçu un écho politique très important, hein. Il a été député entre 2016 et 2019, mais a échoué à être réélu. Son parti est extrêmement minoritaire. Quant au régiment Azov, il a finalement été intégré à l'armée ukrainienne, où il finalement représente une portion minoritaire de cette armée, hein, et donc s'il existe bien des factions nationalistes, voire néo-nazis en Ukraine, celles-ci restent malgré tout minoritaires. Des factions minoritaires, néanmoins, il est vrai que le sentiment national se développant, eh bien, il s'est accompagné de mouvements nationalistes, que l'on voit aussi apparaître sur cette manifestation à travers la présence d'une bannière rouge et noire, qui est une référence à l'armée insurrectionnelle ukrainienne, qui fut créée en 1942, pour soutenir l'indépendance de l'Ukraine, indépendance face aux soviétiques, mais face aussi à l'Allemagne nazie, et qui fut un groupe très xénophobe, très anti-polonais, à l'attitude contestable pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'ils ont pu faire partie de ceux qui ont collaboré avec les nazis, même si leur vocation première était d'acquérir l'indépendance de l'Ukraine. Donc oui, il existe en Ukraine des groupuscules néo-nazis, des groupes ultra-nationalistes. Le développement du sentiment national ukrainien a pu les renforcer, mais il n'empêche que ces groupes restent minoritaires et ne sont en tout état de cause pas au pouvoir actuellement dans le pays, contrairement à ce que prétend la propagande russe. Alors dans ce conflit finalement qui a surpris beaucoup, est-ce que la Russie est isolée? On a pu le penser en lisant la carte des pays ayant voté en faveur d'une résolution de l'ONU le 2 mars 2022 condamnant l'attaque de la Russie. On voit qu'une très grande majorité de pays ont voté en faveur de cette résolution. Seuls 5 pays ont voté contre, et on ne va pas s'étonner de retrouver la Russie, bien sûr, la Biélorussie, fidèle allié de la Russie, la Syrie, hein, Bachar el-Assad devant son existence finalement à l'intervention russe, la Corée du Nord, ce qui n'étonnera personne également, et l'Érythrée, probablement actuellement l'autocratie, la dictature la plus répressive, la plus violente du continent africain. Mais à y regarder de plus près, l'abstention peut aussi être considérée comme un demi-soutien. Alors en réalité, d'un pays à l'autre, les motivations sont très diverses et ne doivent pas nécessairement être lues comme cela. Mais il est quand même notable que beaucoup de pays africains se sont abstenus, que beaucoup de pays eurasiatiques, d'Asie du Sud, d'Asie orientale, se sont abstenus également, ce qui tente à prouver que peut-être que la Russie n'est pas soutenue, mais l'Occident ne l'est pas non plus toujours dans son opposition à la Russie.
Et d'ailleurs, en définitive, si il me semble de mémoire, à peu près 140 pays qui ont voté donc cette résolution, bah, seuls 41 États dans le monde ont actuellement décidé de sanctions économiques à l'encontre de la Russie. Donc le front qui s'oppose économiquement, en tout cas à l'invasion de l'Ukraine, n'est pas si étendu que cela, ce qui ne veut pas dire pour autant que la Russie bénéficie d'un large soutien de la communauté internationale. Voilà donc pour les origines de cette guerre en Ukraine, origines nombreuses, complexes, une situation qui n'est pas simple, mais il est difficile de mettre en cause la responsabilité de la Russie dans cette agression d'un État souverain et théoriquement protégé par un certain nombre de traités, dont des traités signés par la Russie elle-même.